Alors, normalement, vous devriez voir mon écran. Si ce n'est pas le cas, vous me le dites. Donc les accès que je vais vous envoyer vont vous permettre de vous connecter à la plateforme de paramétrage WeChoose, qui est un peu la plateforme qui va vous permettre de gérer tous vos projets d'élection du CSE. Cette plateforme, en fait, vous avez quelques onglets que je vais vous présenter. Le premier onglet qui s'appelle Mes scrutins. C'est sur cette page que vont figurer tous vos projets d'élection du CSE. Peut-être que vous allez avoir un projet, vous allez avoir accompagné un client, ou deux, ou trois. Tous vos projets vont s'afficher sur la page Mes scrutins. Sur cette plateforme, vous avez, donc on va rentrer vraiment dans le détail de comment on gère un scrutin. Sachez avant ça que vous avez un onglet qui s'appelle Aide et ressources, qui regroupe plusieurs choses. D'abord, un centre d'aide. Donc, quand je clique sur centre d'aide, c'est un centre d'aide sur lequel vous pouvez retrouver un certain nombre de réponses aux questions que vous pouvez vous poser. Alors, je prends un exemple très simple. Je ne sais pas si je tape ETP, on peut retrouver voilà, la réponse de comment calculer l'effectif ETP. Enfin, n'hésitez pas à aller consulter ce centre d'aide. Et vous avez également un onglet qui s'appelle Ressources. Quand vous cliquez sur Ressources, vous avez plusieurs onglets. Et notamment les modèles de documents juridiques. En fait, sur cet onglet, on vous met à disposition un certain nombre de documents, de modèles au format Word que vous pouvez télécharger et utiliser dans le cadre de la gestion de vos projets d'organisation d'élection du CSE de vos clients. Je prends des petits exemples. Par exemple, donc dans l'onglet vote électronique, vous allez retrouver un modèle d'accord collectif relatif au recours au vote électronique ou un modèle de DUE donc, que vous pouvez télécharger au format Word, notre cahier des charges, et vous allez également avoir d'autres documents qui peuvent être intéressants, par exemple dans le cadre de l'organisation des élections, des modèles de courrier d'invitation des syndicats à venir négocier le protocole d'accord préélectoral, des notes d'affichage, etc. Donc, il ne faut surtout pas hésiter à aller fouiller dans cette partie-là et télécharger tous les documents qui sont à votre disposition parce que ça peut être vraiment utile dans le cadre de vos projets d'élection du CSE. Ça, c'est la première partie donc, qui concerne l'onglet Aide et ressources. Quelques petites informations à droite de l'écran ou à droite, vous aurez vos initiales. Sur cet onglet, vous allez pouvoir retrouver notamment un bouton qui s'appelle Gestion des entités utilisateurs, où vous allez retrouver les coordonnées des sociétés pour lesquelles vous avez créé des élections du CSE. Je vais y revenir. Et notamment, si vous avez un projet, je ne sais pas, vous organisez les élections du CSE de Darty, vous allez pouvoir, et que vous souhaitez donner un accès à la plateforme de paramétrage à votre interlocuteur chez Darty, vous pouvez tout simplement cliquer sur Ajouter un utilisateur, rentrer prénom, nom, adresse mail, vous enregistrez, et cette personne recevra un mail pour se connecter à la plateforme et n'aura accès qu'à son projet d'élection du scrutin, enfin le scrutin Darty. Ça, c'est ce qui concerne la partie gestion des entités utilisateurs. Je vais revenir tout de suite dans l'onglet Mes scrutins. Vous, cette page-là, quand vous allez vous connecter à la plateforme, ce sera vide parce que vous n'avez pas encore créé d'élection. Et si vous avez un projet qui arrive et que vous devez gérer l'élection du CSE de votre client avec le vote électronique, vous allez pouvoir cliquer sur Créer un scrutin. C'est la toute première étape quand vous commencez un projet. On va vous proposer élection du CSE, référendum ou consultation. Tout ça à droite, c'est des modules auxquels moi j'ai accès, mais qu'on ne propose pas. Et vous allez sélectionner donc le module, bien évidemment, élection du CSE. C'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Vous cliquez sur Continuer. Et là, en fait, on va vous demander d'ajouter le nom de l'organisation, de l'entité, de la société pour laquelle vous organisez l'élection. Donc, par exemple, je reprends mon exemple de Darty. Donc, vous allez mettre le nom de la société, son numéro sirène, son code APE,
vous saisissez l'adresse du siège social. Vous pouvez éventuellement mettre un logo. Ce logo, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous téléchargez le logo, c'est toujours bien parce que ça permettra, ça permettra de le faire afficher sur le site de vote. Je vais en reparler un petit peu plus tard du site de vote. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a vraiment développé deux plateformes. Une plateforme de paramétrage que je suis en train de vous présenter qui vous servent. En fait, c'est vraiment votre outil de gestion de projet qui vous sert à gérer tous vos scrutins, tous vos projets d'élection du CSE. Et à côté de ça, on a développé un site de vote qui permet, en fait, qui est l'interface qui sera uniquement visible des salariés qui seront amenés à voter dans le cadre de leur élection. Ce site de vote, je vais vous le présenter, je vais vous expliquer comment on se connecte, je vais vous expliquer comment on fait pour voter. C'est en fait un site internet, donc on peut voter depuis un ordinateur, depuis un téléphone, depuis une tablette. Une fois que vous avez ajouté le nom de, enfin votre société pour laquelle vous organisez l'élection, vous allez pouvoir, donc, admettons, voilà, je l'avais déjà créée, mais vous allez pouvoir la sélectionner dans la barre de recherche, donc Darty, et vous allez mettre la date prévisionnelle du premier tour. Cette date, pas de panique si vous ne savez pas, au moment où vous créez le scrutin, vous ne savez pas quand est-ce que sera le premier tour, vous mettez une date approximative, elle sera modifiée par la suite, il n'y a pas de souci là-dessus. Et vous cliquez sur créer le scrutin. Ce qu'il faut savoir, c'est que la création du scrutin prend quelques minutes. Ça peut prendre jusqu'à 5 minutes. Donc pendant 5 minutes, ça va mouliner comme ça. Vous pouvez cliquer sur rafraîchir. En attendant, vous pouvez vous balader dans la plateforme. En fait, c'est normal le temps de création puisqu'on va aller créer toutes les bases de données qui vont être associées à votre scrutin. En attendant, moi, ce que je vous propose de faire, c'est que je vais dans mes scrutins, je vais retrouver tous mes projets. Et vous voyez, là, c'est celui que je suis en train de créer. Mais ce que je vais faire, c'est que j'en avais déjà créé un autre. Donc, on va aller tout de suite sur le projet qui est déjà créé et je vais cliquer sur gérer mon scrutin. En fait, lorsque vous arrivez quand vous cliquez sur gérer mon scrutin, vous arrivez sur un tableau de bord. Ce tableau de bord, en fait, reprend toutes les étapes de l'organisation de l'élection du CSE de votre client. Donc d'abord la mise en place du protocole d'accord préélectoral, ensuite on travaille sur la liste électorale, puis on prépare le premier tour, puis le premier tour se déroule, puis on prépare le deuxième tour se déroule, et enfin on arrive sur l'étape résultat définitif et CERFA. Toutes les étapes sont grisées, sauf les deux premières, parce qu'on vous invite vraiment, dans un premier temps, en fait, à travailler sur les deux premières étapes. Quelque chose qu'il faut savoir, c'est que vous ne pourrez pas valider une étape tant que la précédente n'est pas validée. Donc d'abord, on va aller sur l'étape 1, protocole d'accord préélectoral, et on va cliquer sur compléter les informations. La plateforme de paramétrage, en fait, elle a été conçue pour vous faire gagner un maximum de temps, pour vous aider, et on va aussi vous générer des documents qui vont être précomplétés. Et notamment sur cette première étape, le protocole d'accord préélectoral, en fait, on va vous demander de saisir dans la plateforme un certain nombre d'informations. On va repasser ensemble sur ces infos à saisir. Et toutes les informations que vous aurez rentrées dans la plateforme, donc dans l'onglet Informations générales, modifier votre planning, créer les établissements distincts, donc cette colonne de gauche, tout ça va vous permettre par la suite de cliquer sur le bouton exporter le PAP ou la décision unilatérale et vous aurez une proposition de protocole d'accord préélectoral ou décision unilatérale qui va être précomplétée et donc prête à l'emploi. Et bien évidemment, le document, on le téléchargera tout à l'heure, c'est un document Word que vous pouvez ensuite personnaliser, modifier si vous le souhaitez. Dans les premières informations qu'on vous demande, on va vous demander d'abord le code IDCC de convention collective. Ensuite, on va vous demander le nombre de salariés en ETP. Il faudra saisir le numéro SIREDGE, mais des valeurs fictives. Et on va vous demander le contact pour le CTEP. Le contact pour le CTEP, c'est qui? En fait, c'est vraiment, là, il faut mettre
votre interlocuteur dans l'entreprise, peut-être, je sais pas, le dirigeant, le DRH, enfin la personne en fait dont le nom apparaîtra sur les CERFA et qui sera le point de contact auprès du centre de traitement des élections professionnelles. J'y reviendrai, un peu plus tard dans cette formation. La Enfin, ce que je peux vous dire d'ores et déjà, c'est qu'en fait, on est partenaire du ministère du Travail dans le cadre de la télétransmission des CERFA et qu'en fait, à la fin de l'élection, vous aurez des CERFA qui vont être automatiquement précomplétés et que vous pourrez télétransmettre au CTEP depuis la plateforme WeChoose. Donc, c'est simplement voilà, la personne qui sera le contact auprès du ministère si jamais il y avait des questions. Donc, je mets des valeurs au hasard, 0,6, peu importe. Ensuite, on va vous demander de cocher cette case si au moins un syndicat a répondu à l'invitation pour venir négocier le protocole d'accord préélectoral. C'est-à-dire que votre protocole d'accord préélectoral, en fait, vous devez inviter les syndicats, donc soit présents dans l'entreprise les 5 syndicats nationaux à venir négocier le protocole d'accord préélectoral. Si quelqu'un vous répond présent à cette réunion de négo, il faudra le cocher, laisser cocher. Et dans syndicat présent, il faudra, alors je vais vous montrer tout de suite. En fait, si vous le cochez, ça vous fait apparaître l'onglet syndicat présent et on vous demande en fait de saisir le nom du syndicat qui a répondu présent et le représentant qui sera présent à la réunion de négo. Si personne ne répond, ne se manifeste, vous pourrez le décocher et dans ces cas-là, en fait, on sera sur une DUE. Puisqu'il n'y a personne qui vient négocier le protocole d'accord et l'onglet syndicat présent a disparu. Ensuite, on va vous demander, alors ça c'est un point très important dans le cadre du vote électronique, c'est la façon dont on va permettre aux électeurs de se connecter au site de vote. En fait, la CNIL va recommander pour les élections du CSE en général de respecter un niveau de sécurité 2. Et le niveau de sécurité 2, c'est 2 canaux et un défi. 2 canaux et un défi, c'est quoi? C'est qu'en fait, on va devoir envoyer un identifiant de connexion aux salariés sur un premier canal, donc par exemple le mail professionnel. Si tout le monde a un mail professionnel, c'est parfait. On va donc demander au salarié de saisir l'identifiant qu'il a reçu sur son mail professionnel, de saisir un défi. Le défi, en fait, c'est une donnée qui est connue uniquement de l'employeur et du salarié. La CNIL, à ce sujet, recommande d'utiliser, par exemple, le numéro de matricule, qui est une donnée vraiment personnelle, connue uniquement de l'employeur et du salarié. Dans la pratique, on voit, nous, on a des clients qui utilisent la date de naissance. Enfin, après, pourquoi pas, chacun fait ce qu'il veut, mais la CNIL va plutôt recommander un numéro de matricule ou un numéro de sécurité sociale ou une partie des numéros de sécurité sociale, par exemple. Ensuite, le salarié va valider et recevoir un code mot de passe, du coup, sur un deuxième canal, par exemple sur son téléphone. Ce code mot de passe, il est à usage unique. Ce que je vous propose pour illustrer ce que je suis en train de vous dire, c'est tout simplement de vous mettre une vidéo. Alors, ça, pareil, à toutes les personnes à qui que je n'ai pas donné d'accès, je vous enverrai un accès à cette page qui regroupe toutes les notices, soit PDF, soit YouTube que vous pouvez consulter et qui sont assez, voilà, qui permettent déjà enfin, c'est des notices en fait qui sont à destination, pardon, des salariés qui peuvent être communiquées aux électeurs pour leur expliquer comment on fait pour se connecter, comment on fait pour voter, etc. Alors, donc là, si on prend le mode de connexion que va recommander la CNIL de canaux et un défi, donc ce que je disais tout à l'heure, on arrive sur le site internet de vote, le site de vote, et on va demander au salarié de saisir l'identifiant qu'il a reçu, donc par mail, SMS, alors ou courrier, je vais vous en parler du courrier.
Ah, voilà, on va arriver. Donc là, l'électeur a reçu un mail. C'est le fameux mail qui contient son identifiant. Le salarié va copier, enfin, ou saisir en fait. Bon, là, va faire un copier, cliquer sur se connecter. Le bouton donc le redirige sur le site de vote. Donc l'électeur va coller son identifiant et va saisir ensuite son défi. Ici, c'est le numéro de matricule qui a été choisi. L'électeur saisit son numéro et va cliquer sur se connecter. Et l'électeur va recevoir donc un code de connexion. Et ça, autant l'identifiant qu'on a reçu par mail, c'est l'identifiant auquel il faudra toujours se référer. Quelqu'un qui veut se connecter au site de vote doit toujours aller récupérer l'identifiant qu'il a reçu par mail. Le code de connexion, c'est un code de connexion à chaque connexion. On reçoit un nouveau code de connexion. Donc là, pardon, je suis peut-être allée un peu vite, mais donc l'électrice Marion a reçu son code de connexion par SMS, l'a saisi. Et donc là, elle arrive sur le site de vote que je vous présenterai dans un second temps. Un mode de connexion plus simple, en fait, donc la CNIL recommande 2 canaux et un défi. Dans la pratique, on vous permet aussi d'utiliser d'autres moyens de connexion et des moyens de connexion peut-être un petit peu plus simples, par exemple uniquement 2 canaux sans défi, un canal avec défi ou juste un canal. Parce qu'on se rend compte dans la pratique, on le voit nous avec nos clients qu'on accompagne, que tous nos clients n'ont pas possibilité d'avoir 2 canaux. C'est-à-dire que si on a des salariés qui n'ont pas d'adresse mail professionnelle, on peut à la limite essayer de trouver les adresses mail personnelles ou numéro de téléphone, mais parfois c'est assez compliqué d'avoir un mail, un téléphone ou un mail pro, un mail perso. Donc dans la pratique, on vous permet d'utiliser qu'un seul canal ou un canal avec des fils. Donc ça, il faudra donc choisir le mode d'identification des électeurs. Ensuite, on va vous demander de saisir les coordonnées de la personne à contacter en cas de difficulté. C'est en fait cette mention apparaîtra sur le site de vote si le salarié fait une erreur sur son identifiant valide. Il va avoir un petit bandeau qui lui dit que l'identifiant n'est pas bon et qu'il peut contacter donc, son référent, la personne qui organise l'élection ou qui est son référent dans l'entreprise. Et enfin, dernière chose, on va demander de sélectionner le mode d'organisation des bureaux de vote. Dans le cadre du vote électronique, en fait, c'est comme le vote physique, c'est-à-dire que si vous avez des candidats au premier tour ou au deuxième tour, vous devez organiser ce fameux premier tour ou deuxième tour et donc mettre en place un bureau de vote qui sera composé d'un président et de 2 assesseurs. La différence avec le vote physique, c'est que dans le cas du vote électronique, on n'a pas besoin de mobiliser le bureau de vote toute la journée du vote, parce qu'on n'a pas de salle avec des urnes, et donc on n'a pas en fait besoin du bureau de vote pendant la durée du vote, pardon. En revanche, on va avoir besoin d'eux avant le vote pour sceller les urnes et après le vote pour déceler les urnes et lancer le calcul automatique des résultats de l'élection. Et donc, cette manipulation de scellement, décellement peut se faire de façon collégiale, c'est-à-dire qu'on demande aux 3 membres du bureau de se réunir. Et en fait, c'est le président du bureau qui se connecte au site de vote et il sera assisté des 2 assesseurs qui regarderont la procédure. Donc, la procédure de scellement, décellement, elle se fait très bien en visio, s'ils n'ont pas possibilité d'être réunis physiquement ensemble. Mais en fait, il suffit qu'ils fassent une visio comme on est en train de faire. Le président partage son écran et comme ça, tout le monde peut voir la procédure pas à pas. Pareil, donc la procédure de scellement, je vais vous la présenter un petit peu plus tard dans cette formation. Mais si les 3 membres du bureau n'ont pas possibilité de se réunir ensemble en même temps parce qu'ils ont des emplois du temps trop différents et qu'ils n'arrivent pas à trouver un créneau commun, dans ces cas-là, on peut activer le mode
non collégial qui permet à chacun individuellement de faire la manipulation à des moments différents de la journée. La CNIL recommande de faire un mode collégial et en fait, nous aussi dans la pratique, on recommande vraiment le mode collégial parce que c'est le plus simple à faire. On fait une réunion de 30 minutes avec les 3 membres. Déjà, c'est un petit peu plus solennel et puis ensuite, en 30 minutes, le scellement est fait et voilà. Finalement, c'est le plus simple et le plus rapide. Je vais enregistrer et je vais vous montrer les options de l'élection, quelques petites choses à savoir. On va vous poser des questions, notamment de cocher la case si vous êtes sur une élection partielle, sinon vous laissez décocher. En ce moment, ce que vous allez, je pense, principalement cocher, c'est peut-être les renouvellements de mandat, parce qu'on est en pleine période de renouvellement de mandat. Et auquel cas, on va vous poser quelques questions, à savoir la date de fin du précédent scrutin. Donc, là, c'était souvent 2019, mais voilà, le numéro SIRET, il est différent du précédent, s'il est différent du précédent scrutin, et la date des fins de mandat en cours. Je dérange pas. Pour info, Alban vous entend. Ce matin et... Et oui, sur Timinov, j'avais effectivement rejoint, les grands esprits se rencontrent, comme on dit. Mais ça, Je sais pas si quelqu'un peut dire... Ah voilà, super, merci beaucoup. Je viens de désactiver. Super, merci beaucoup. Et on va vous demander de saisir la durée des mandats. Par défaut, c'est 4 ans, mais cette durée, en fait, ça peut être parfois 3 ans. Bref, il faut saisir la durée des mandats. Et alors, pastillage des votes, on va passer ça. Sachez, pour info, par défaut, en général, l'affichage des listes de candidats sur le site de vote se fait par ordre alphabétique. Si c'est quelque chose qui est négocié pendant la négociation de votre protocole d'accord préélectoral et finalement vous souhaitez un ordre aléatoire ou personnalisé, spécifique, c'est possible de le paramétrer. Sinon, par défaut, de toute façon, c'est toujours ordre alphabétique. Envoyer les moyens d'authentification par courrier. Alors là, pareil, je vais encore vous rajouter une information. Quand je vous ai parlé des canaux tout à l'heure, je vous ai parlé du mail, du SMS, du mail pro, du mail perso. En fait, parfois, si tout simplement vous n'avez un client, alors c'est rare, mais vous avez ni mail, vous pouvez récupérer ni mail ni SMS. Il va quand même falloir envoyer les identifiants de connexion aux salariés pour se connecter au site de vote. Dans ces cas-là, vous allez pouvoir, en fait, on peut programmer des envois courriers et envoyer en fait tous les identifiants de mot de passe par courrier. Donc ça, c'est une option qui est payante. C'est 1,70 € par courrier. On facture, en fait, on travaille avec un prestataire qui est en charge de la génération, l'impression, la mise sous pli et l'envoi de ces courriers. Mais c'est quelque chose qui est tout à fait techniquement faisable. Et dans ce cas-là, il faudra cocher l'option. Et il faudra surtout m'envoyer un mail pour me dire que vous souhaitez procéder à des envois courriers parce que c'est moi, manuellement, qui vais faire la demande à notre prestataire. Vous pouvez changer le nombre de membres du bureau de vote si vous le souhaitez. Vous pouvez en mettre plus. Et vous pouvez changer la taille des mots de passe. Et avant-dernier point important sur cette partie-là, en fait, dans le cadre du projet, on va être amené, la plateforme va permettre d'envoyer des communications aux salariés. Donc, il va y avoir, admettons, je prends un cas de figure le plus simple. On est sur un canal, on envoie le mail et les mots de passe sur le même canal, le mail professionnel. Par défaut, donc le premier mail de WeChoose qu'ils vont recevoir, c'est le mail qui contient l'identifiant. Ensuite, il y a des mails automatiques qui sont préactivés, que vous pouvez désactiver si vous ne souhaitez pas que ces mails soient envoyés. Donc, ces mails, c'est quoi? Si votre vote s'étend sur plusieurs jours, les salariés recevront un mail chaque matin à 9 h pour leur rappeler en fait que le vote est en cours. Si votre vote est sur une seule journée, ça, c'est un mail qui n'est pas désactivable, c'est automatique. Les salariés reçoivent un mail, admettons, le vote il commence demain à 9 h. Demain à 9 h, tous les salariés recevront un mail les informant que le vote est ouvert et que par conséquent, les salariés peuvent aller voter. Et on remet le lien du site de vote sur ce mail. Ensuite,
On peut, donc par défaut, 1 heure avant le vote, les personnes qui n'auraient pas voté recevront un mail de rappel les invitant à voter, uniquement ceux qui n'ont pas voté. Pareil, ce dernier mail de rappel, vous pouvez le mettre à 2 heures avant la fin du vote, 30 minutes, enfin, vous pouvez le paramétrer ou même le désactiver. Ensuite, un autre mail automatique qui est envoyé qu'on peut désactiver, c'est que dans la plateforme, quand vous allez valider, s'il y a des candidats, admettons au premier tour, vous avez des candidats, vous validez dans la plateforme les candidats, ça va automatiquement générer l'envoi d'un mail aux salariés les informant que les listes de candidats sont consultables sur le site de vote. C'est qu'en fait, l'action de valider les listes de candidats dans la plateforme de paramétrage, en fait, va également mettre automatiquement toutes ces listes visibles sur le site de vote et consultables par les électeurs qui, en fait, quelques jours avant le vote, peuvent se connecter pour aller voir toutes les listes de candidats. S'il n'y a pas de candidat au premier tour, ce qui peut être assez fréquent si vous accompagnez des petites sociétés où souvent il n'y a pas forcément de syndicats dans l'entreprise, et ben dans ces cas-là, et donc vous avez une carence, dans ces cas-là, il faudra valider la carence dans la plateforme, ce qui va également générer l'envoi d'un mail aux salariés pour les informer qu'il n'y a pas eu de candidat au premier tour et que par conséquent, un deuxième tour sera organisé à la date que vous aurez définie, vous, dans votre rétro-planning. Et pareil, et dernière alerte qu'on peut désactiver aussi, sinon elle sera envoyée par défaut, c'est une fois que le calcul, donc, grâce au vote électronique, ça c'est quelque chose qui est assez pratique, le calcul des résultats, c'est de façon automatique, instantanée. Quand les membres du bureau confirment les résultats dans la plateforme, en fait, ça va générer l'envoi d'un mail aux salariés pour leur dire que ces résultats, les résultats de l'élection, sont consultables sur le site de vote. Et la dernière chose, c'est en fait, par défaut, nous, historiquement, ça c'est une option qui est très récente parce que historiquement, on donne accès au taux de participation sur le site de vote en temps réel pour les salariés. C'est-à-dire qu'un électeur qui se connecte sur le site de vote peut à tout moment aller consulter le taux de participation. Nous, on avait certains clients qui nous avaient demandé de le rendre non visible. Donc, en fait, on a développé cette option pour permettre, si vous voulez, de le rendre non visible aux électeurs. Vous, en tant qu'organisateur de l'élection, vous aurez toujours, depuis la plateforme de paramétrage, accès au taux de participation au temps réel. Une fois que vous êtes repassé sur les options de l'élection, vous avez complété les informations générales. Un deuxième sujet extrêmement important, c'est le sujet du rétro-planning de l'élection. En fait, on a développé un outil qui vous positionne par défaut toutes les dates clés à définir en fait, pour avoir votre rétro-planning d'élection. À vous ensuite de moduler, de modifier comme vous le souhaitez ce rétro-planning. Ce rétro-planning, si vous ne respectez pas un délai légal, en fait, on va vous bloquer. C'est-à-dire que si vous essayez de mettre moins de 15 jours entre la date d'invitation des syndicats à venir négocier le protocole d'accord préélectoral et la réunion de négo, vous ne pourrez pas, tout simplement. Donc, on s'assure que ce que vous avez fait sur la plateforme sur Retroplanning respecte bien les délais légaux. Donc, ce planning, alors une petite astuce parce que du coup, c'est très pratique parce que ce rétro-planning vous regroupe toutes les dates, vous permet de les bouger assez facilement. Vous êtes bloqué si vous ne respectez pas un délai légal. Une petite astuce, cependant, c'est qu'allez bien lire les instructions et commencer à positionner dans l'ordre, les événements dans l'ordre qu'on vous donne. Donc, premier tour d'abord, deuxième tour d'abord, date de négo, date d'invitation des syndicats. En respectant les instructions, il n'y aura pas de difficulté. Vous pourrez très facilement faire votre rétro-planning. L'avantage, c'est qu'une fois qu'on a pris un peu le coup de main pour manipuler ce rétro-planning, c'est qu'on peut très facilement le bouger, on peut même faire plusieurs propositions, plusieurs simulations, et à chaque fois que vous avez fait une simulation, en fait, vous pouvez par exemple télécharger le planning en format Excel, et vous pouvez proposer plusieurs versions à votre client, ou si vous discutez avec votre client, vous lui présentez une première proposition de planning, il vous dit qu'il veut faire des modifications, ça se fait vraiment très facilement. Et l'Excel, voilà, que vous pouvez télécharger, il ressemble à ça. Donc vous pourrez bien évidemment mettre plutôt le logo de Fiteco. Vous avez donc tous les événements avec un petit commentaire
à chaque fois. Donc ça, c'est un document que vous pouvez utiliser et donner et partager à votre client. Quand vous voulez déplacer, pardon, quand vous voulez changer un événement sur le rétro-planning, il y a deux possibilités. Soit vous glissez l'événement, vous voyez, que là je vais glisser, soit vous double-cliquez dessus, vous modifiez la date et vous modifiez les heures. Un point de vigilance important là-dessus, tout ce que vous mettez dans la plateforme, ça a des impacts sur beaucoup de choses. Ça a des impacts, donc par exemple, là je suis sur l'événement premier tour du vote électronique. Ce que vous paramétrez ici, c'est ce qui va paramétrer le site de vote. Si vous programmez ici un premier tour le 8/09 de 9h à 18h, automatiquement le site de vote sera ouvert le 8/09 à 9h et fermé à 18h. Donc c'est bien important, enfin c'est très important que notamment vous pouvez faire une première version, ensuite négocier votre protocole et il y a peut-être finalement il y a des changements de planning, de toujours les mettre à jour sur la plateforme, ça c'est vraiment essentiel. C'est pareil en fait, ces dates-là que vous avez rentrées dans la plateforme, elles nous servent à générer les fameux mails automatiques dont je vous parlais. Et dans les mails automatiques, on va avoir parfois notamment le mail qui est envoyé à l'ouverture du vote. Si la date de vote n'était pas bonne, le mail ne partira pas à la bonne date. Donc ça, c'est vraiment essentiel que le rétro-planning soit toujours à jour. J'en profite aussi pour faire d'autres petits messages ça fait beaucoup d'éléments à avoir en tête, mais heureusement, on a enregistré la vidéo. Là, le vote, il se termine à 18h. En fait, on va laisser automatiquement un quart d'heure de grâce pour permettre aux derniers salariés, donc ça c'est systématique dans tous les votes, c'est-à-dire qu'on ne rend le décellement possible des urnes par les membres du bureau qu'à partir de 18h15. On permet aux derniers salariés qui se connecteraient à la dernière minute à 17h59 de terminer le vote parce qu'ils sont connectés avant la fermeture du vote, donc on les laisse finir le vote et on rend le décellement possible à partir de 18h15. Donc aussi à vous de bien avoir conscience que si on réunit les membres du bureau à partir de 18h15, ils vont déceler les urnes. La procédure, elle prend 15-20 minutes grand max. Pareil, je vais vous la présenter tout à l'heure. Ensuite, il faudra imprimer les CERFA, il faudra les faire signer, etc. Donc ça veut dire qu'on ne fait pas terminer on termine à 19h. Voilà. Donc, c'est pour info. C'est qu'une fois que le vote est fini, tout n'est pas fini. Il y a encore la procédure de décellement et de proclamation des résultats, après sur des CERFA, signature. Sur ce rétro-planning, je pense que j'ai déjà dit pas mal de choses. Alors, il faut toujours enregistrer au fur et à mesure. N'hésitez pas à enregistrer. Et on a un bouton ici qui s'appelle Export iCalendar. Si vous avez une boîte, une application Outlook avec vos mails ou une application Gmail, je ne sais pas ce que vous utilisez, vous pouvez tout à fait exporter ce rétro-planning dans votre boîte mail Outlook ou Gmail pour avoir un calendrier et des rappels sur votre calendrier Outlook ou Gmail. Ok, Outlook c'est parfait, donc vous aurez, vous aurez des rappels sur votre boîte sur votre calendrier Outlook. Pardon. Une fois que vous avez terminé votre rétro-planning d'élection, vous allez, donc on avait vu information générale, modifier le planning, maintenant on passe à créer les établissements distincts. Là, il ne faut pas confondre les établissements distincts qui sont en fait des établissements au sens CSE, c'est est-ce que vous avez plusieurs CSE d'établissements à mettre en place. Donc si oui, dans ces cas-là, il faudra bien mettre les deux établissements, donc les deux CSE qu'il faudra mettre en place. En revanche, si vous avez plusieurs sites géographiques, donc ce n'est pas établissement, c'est les sites, c'est l'anglais suivant, il faudra les indiquer ici. Donc en fait, il ne faut pas confondre la notion d'établissement distinct et la notion de site. Vous pouvez avoir une élection multi-établissements, donc plusieurs CSE, on ajoutera les établissements ici. Alors je vais passer vite, mais c'est assez facile, il faut cliquer sur ajouter, mettre le nom de l'établissement. Est-ce qu'il y a plusieurs sites géographiques rattachés aux sirènes de cet établissement, le nombre de salariés ETP de l'établissement,
contact pour le CTP, on enregistre. Donc, je passe assez vite là-dessus, c'est facile. Ensuite, vous pouvez en revanche, peut-être, je ne sais pas la taille des clients que vous accompagnez, mais dans la plupart des cas, vous êtes sur un CSE classique. En revanche, vous pouvez avoir plusieurs établissements, plusieurs sites géographiques, plusieurs sirettes rattachées aux sirènes, à votre société. Et dans ces cas-là, vous pouvez donc ajouter vos sites géographiques ici. À quoi ça sert et pourquoi on vous demande d'ajouter des sites géographiques? C'est tout simplement que comme on vous propose, à la fin de l'élection, vous pourrez télécharger les CERFA qui sont précomplétés automatiquement. En fait, sur les CERFA, on nous demande l'information des sirettes. Donc, voilà, ça sert simplement à ça. Et vous pouvez donc cliquer, alors petite astuce pour vous faire gagner du temps, et le but c'est toujours de vous faire gagner un maximum de temps. Vous pouvez cliquer sur importer vos sites à partir des sirènes de votre société. Donc là, vous allez saisir en fait le sirène, qui est de toute façon précomplété, mais vous vérifiez, vous cliquez sur importer et on va aller vous récupérer tous les sites géographiques qu'on recense. Alors je pense que là j'avais peut-être mis le vrai sirène de Darty. Je sais pas, je sais pas quelle sirène c'était, mais peu importe. Et là vous avez bien 71 sites qui ont été automatiquement apportés dans la plateforme. Donc c'est vraiment pratique quand il y a beaucoup de sites géographiques. En fait, on va vraiment récupérer les sites les sites géographiques sur le site de l'INSEE et tout est importé automatiquement. Ensuite, une fois qu'on a importé les sites, on va pouvoir sélectionner les collèges. Donc, si vous êtes sur un collège unique, il faut cliquer collège unique et mettre la composition de ce collège unique. Et sinon, vous pouvez sélectionner les collèges. On fait des propositions. Et si vous êtes sur des collèges personnalisés, spécifiques, vous pouvez faire personnaliser et mettre le libellé de votre collège. Vous enregistrez. Et on va vous demander ensuite de répartir les sièges à pourvoir dans les collèges. Donc là, on a vu, moi, dans la toute première étape, information générale, j'avais pris l'exemple d'une société où il y avait 60 salariés ETP. Pour 60 salariés ETP, automatiquement, on vous propose, donc c'est le palier, en fait, de 4 sièges à pourvoir. Ces 4 sièges, je vais donc les répartir dans mes 2 collèges. Donc peut-être que je ferai, je ne sais pas, 3 ouvriers employés, 1 ingénieur cadre, chef de service technicien genre de maîtrise et assimilé, et j'enregistre. Et la dernière chose qu'on va demander sur cette étape-là, c'est tout simplement de saisir le nombre d'hommes et de femmes votants par collège. Ça nous sert à quoi? Pourquoi on vous le demande? C'est parce que ça va nous permettre de voir comment la répartition hommes-femmes dans chaque collège. Et ensuite, dans le modèle de protocole d'accord préélectoral qu'on va vous générer, vous allez avoir comment doivent être en fait composées les listes de candidats. Je vous montrerai tout à l'heure. Mais donc là, on va mettre des chiffres au hasard. Hop, peu importe. Je clique sur enregistrer. Et voyez, comme j'ai tout bien complété, en fait, on me dit que je peux valider le protocole, les données du PAP. C'est un bouton orange. C'est les boutons qui me permettent, les boutons orange, vous verrez, c'est les boutons qui permettent de clôturer les étapes. Je vous invite à clôturer cette étape seulement une fois que le protocole d'accord préélectoral a été négocié réellement ou que la DUE a été signée, tout simplement parce que comme ça, on est sûr que toutes les informations, elles sont à jour sur la plateforme et parce qu'une fois que vous validez cette étape, vous ne pouvez plus rien modifier. Après, évidemment, s'il y avait quoi que ce soit, vous m'envoyez un mail, je vous rouvre l'étape, il n'y a pas de souci, mais vous, de votre côté, vous ne pouvez pas le faire. Donc là, on a tout complété et je vais pouvoir tout simplement cliquer sur exporter le PAP ou la décision unilatérale modifiable pré-remplie. Je crois que moi, j'avais décoché la présence de syndicats. Donc, on va avoir tout simplement une décision unilatérale au format Word, modifiable bien évidemment. Après, vous en faites ce que vous voulez.
mais vous allez retrouver donc notamment, l'URL du site de vote qui figure là. On peut tout de suite aller voir à quoi ça ressemble. Voilà, donc là, on est sur la page d'accueil du site de vote qui sera, utilisée dans le cadre de mon projet d'élection du CSE. Vous voyez les dates, qu'on avait fixées dans notre rétro-planning, à savoir premier tour vendredi 8 septembre de 9h à 18h, se sont automatiquement mis sur le modèle de protocole d'accord. On a bien mes 60, salariés, enfin mes 60, salariés ETP avec donc mon nombre de sièges à pourvoir. Et donc vous voyez, là, j'ai la proportion d'hommes et de femmes dans chaque collège. Donc on me dit que mes listes devront être composées de 2 hommes et une femme dans le collège ouvrier employé et un homme et une femme dans le collège ou une femme, pardon, dans le collège ingénieur cadre. Enfin bref, donc vous avez tout le document qui est ici. Une fois que vous avez donc terminé cette étape, en fait, vous allez pouvoir valider les données du PAP. Donc, on va le faire. Une fois que vous avez terminé cette étape et que vous avez négocié le protocole d'accord. Voilà. Petite chose aussi qu'il faut avoir en tête, c'est que la plateforme, c'est un peu votre outil de gestion de projet, mais il faut vraiment avancer dans la plateforme en même temps que vous avancez, j'ai envie de dire, dans la vraie vie, dans les différentes étapes d'appel à candidature. Vous devez être toujours sur les mêmes étapes entre ce qui se passe sur la plateforme et vous, ce que vous êtes en train de faire, le moment où vous en êtes avec, dans le cadre du process, avec l'entreprise que vous accompagnez. Donc, on a validé l'étape 1. Ensuite, il va falloir qu'on mette en place la liste électorale. Donc, sur cette étape, vous allez pouvoir rentrer dans l'étape et vous allez pouvoir cliquer sur Importer et télécharger le fichier modèle Excel. En fait, pour chaque projet d'élection, il faut que vous téléchargiez la trame Excel qui est adaptée au projet d'élection que vous êtes en train de faire. Donc là, on va me poser plusieurs questions. Est-ce que j'ai du personnel externe dans l'entreprise? Oui ou non? Si ce n'est pas le cas, vous laissez décocher, enfin, des prestataires externes qui travaillent depuis plus de 12 mois dans l'entreprise et qui ont accepté de voter dans le cadre de votre élection du CSE. Si c'est le cas, vous cochez oui, sinon vous cochez non. Est-ce que tu as des personnes qui ne parlent pas français et à qui vous souhaitez envoyer les mails en anglais? Donc on peut cocher oui, admettons. Et est-ce que vous avez des personnes dont il va falloir forcer l'inéligibilité parce que ce sont les frères, sœurs, concubins du DG et donc en fait ces personnes-là peuvent être électrices mais en revanche elles ne peuvent pas se présenter. Si c'est le cas, vous cochez oui et ensuite vous validez. Et là, on vous propose un template Excel à compléter et qu'il faudra ensuite importer dans la plateforme. Ce que je disais, c'est que chaque template est unique. Enfin, tous les templates sont différents. Ça dépend vraiment de ce que vous avez paramétré dans l'outil. Je vous donne un exemple. Enfin, je vais reprendre les champs un par un, mais nous, quand j'ai paramétré la plateforme, moi, dans le cadre de mon élection que je suis en train de faire, j'ai choisi 2 collèges, ingénieurs, ouvriers, employés. Ces 2 collèges-là se mettent, enfin, donc ça m'a créé la colonne collège à compléter. Il faudra rattacher chaque salarié à son collège de rattachement. Donc, si j'avais eu un collège unique, en fait, j'aurais coché dans la plateforme collège unique. Et donc, quand j'aurais téléchargé mon Excel à compléter, j'aurais pas eu la colonne collège, puisque tout le monde est dans le même collège. Donc là, on va vous demander de saisir le nom de chaque salarié, les prénoms, genre, il faudra mettre F ou H. Là, dans mon exemple, je suis sur un seul canal, le mode simplifié. Donc, en fait, il faudra que je mette soit tout le monde a des mails pro, je mets mail pro pour tout le monde et mobile, en fait, je laisse vide. Mais en fait, on vous propose le champ mobile dans le cas où certaines personnes n'auraient pas de mail. C'est pas grave. En fait, on peut panacher. C'est-à-dire que pour certains, on peut mettre des mails. Pour d'autres, on peut mettre des numéros de téléphone. Tant qu'au moins une des 2 colonnes
est complété et qu'on sait sur quel canal on va envoyer les identifiants et les messages de rappel. Ensuite, vous mettez la date d'arrivée dans l'entreprise, la date de naissance et si vous devez forcer l'inéligibilité de quelqu'un dans la liste électorale, vous mettez oui. Sinon, soit vous laissez vide, soit vous mettez non. Enfin, vous pouvez vraiment, vous pouvez très bien laisser vide et compléter juste le oui. C'est le oui qui est important. Et pareil, français, ce sera toujours par défaut français. Donc, soit vous laissez vide et vous mettez anglais que pour les personnes qui faut envoyer les mails en anglais. Et sinon, vous pouvez mettre anglais-français, mais en fait, vous pouvez laisser vide par défaut, on sait qu'on mettra tout en français. Une fois que vous avez... Alors, petite chose à savoir sur ce fichier quand même, c'est qu'il ne faut pas rajouter de colonnes. En fait, c'est vraiment une matrice qui nous sert, qu'on vous demande de compléter, qui nous sert à importer tous les électeurs dans la plateforme. Il ne faut pas ajouter des colonnes, il ne faut pas supprimer des lignes, notamment dans l'entête, sinon ça va faire bugger. Enfin, rien de très grave, mais il faut juste que ce soit pas toucher les colonnes ou supprimer des lignes, notamment en haut. Une fois que vous avez complété ce fichier, vous avez vous avez complété ce fichier, vous l'avez enregistré dans vos documents, vous pouvez tout simplement cliquer sur importer votre fichier, sélectionner un fichier, vous allez chercher votre import et vous allez cliquer sur importer. Et là, je vais vous montrer, je vais me mettre sur un autre scrutin pour vous montrer à quoi ça ressemble. Alors. Donc là, je vais sur un scrutin où j'ai un petit peu plus avancé. Voilà, tous les électeurs apparaîtront comme ceci. Il y a quelques petites choses à savoir qui peuvent être pratiques pour vous. C'est que plutôt que de vous, entre guillemets, casser la tête à essayer de calculer qui sera électeur, qui ne le sera pas, qui je mets dans ma liste électorale, qui je mets pas, en fait, vous pouvez vraiment mettre tout le monde, ne pas vous poser de questions, vous faites un extract de votre SIRH, vous copiez-collez sur les champs de l'Excel, vous importez, et la plateforme, en fait, vous dira pour toutes les personnes qui ne sont pas électrices, on vous mettra warning, moins de 3 mois dans l'ancienneté. Et après, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement les supprimer de la liste électorale, puisque ces personnes-là ne sont pas électrices de toute façon. Donc la plateforme fait vraiment le tri pour vous. Et pareil, donc bon, là, moi, je suis sur des personnes en mode démo qu'on a généré automatiquement. Donc le démo, ça, vous ne l'aurez pas, hein, c'est vraiment juste quelque chose pour nous. Mais voyez, cette électrice-là, pareil, elle n'a pas les 12 mois d'ancienneté pour pouvoir être éligible. Et donc la plateforme le dit bien que cette personne, elle est non éligible. En revanche, elle est bien électrice. Et donc dans mon cas de figure, je vous présente, j'ai pas de salariés qui ont moins de 3 mois d'ancienneté, tout le monde est électeur. Mais sinon, il faudra aller dans électeurs en warning et on va vous sortir la liste de tous ceux qui ont moins de 3 mois. Vous voyez, là, j'en ai pas. Tout le monde a plus de 3 mois. Euh, Quelque chose de classique aussi qui peut arriver, c'est que vous importez la liste électorale et puis en fait, il y a des coquilles, il y a une date de naissance qui n'est pas bonne, il y a une adresse mail qui n'est pas bonne. Ça, pas de panique. Vous pouvez toujours, si on vous remonte une coquille, surtout, il faut bien le modifier. Donc, en cliquant sur modifier et puis en corrigeant un nom de famille, une date de naissance et en cliquant sur enregistrer. C'est très important. Je pense notamment, par exemple, si une personne n'était pas rattachée au bon collège, le jour du vote, en fait, si elle s'aperçoit qu'elle n'est pas dans le bon collège et que, en fait, ça ne va pas, puisqu'elle n'a pas les candidats de son collège pour lesquels elle peut voter. Le jour du vote, en fait, ça aussi, je vais insister là-dessus lorsque je vais vous parler du scellement des urnes, mais c'est très important de corriger toutes les coquilles avant le scellement des urnes, parce qu'une fois que les urnes sont scellées, que le vote est en cours, nous, on ne peut plus intervenir pour corriger quoi que ce soit. Ça, c'est pour des questions de sécurité, de confidentialité du vote. En fait,
une fois que le vote est en cours, nous, on n'a plus le droit d'aller rouvrir votre scrutin et corriger des choses qui seraient incorrectes. Donc c'est pour ça que j'insiste là-dessus, sur le fait qu'il faut bien procéder à toutes les vérifications en amont. Vous pourrez voir à droite des électeurs une petite pendule. Ça vous permet de consulter l'historique de chaque électeur, de voir à quelle heure ils sont connectés, de voir quel mail ils ont reçu, etc. Voilà, donc là, cette personne a reçu un mail de rappel de début de scrutin, le mail dont je vous parlais tout à l'heure. Elle s'est connectée au site de vote le 23/08. Et dernière chose, c'est que, en fait, c'est à partir de cette étape que vous allez pouvoir envoyer les identifiants de connexion aux salariés. Donc, en fait, c'est le seul mail, entre guillemets, que vous, enfin, c'est le, non, je dis n'importe quoi, c'est le premier mail, en fait, que vous allez envoyer. Et comment vous l'envoyez aux salariés? C'est tout simplement, donc là, moi, j'ai déjà validé ma liste électorale, donc le mail est déjà parti, on ne vous propose pas de cliquer dessus, mais vous aurez un bouton orange flashy qui vous dit valider la liste électorale et envoyer les identifiants aux électeurs. Donc en fait, c'est lors de cette action, lors de ce clic, que vous envoyez les identifiants à chaque électeur. En général, nous on dit, vous pouvez cliquer là-dessus au moment de l'affichage de la liste électorale, parce que vous allez avoir en parallèle dans les locaux l'affichage de la liste électorale, et puis l'envoi de l'identifiant où chaque salarié peut aussi se connecter au site de vote, et depuis le site de vote, chaque salarié peut aussi vérifier ses informations. C'est un moyen de vérification. Ils peuvent aller voir le tableau d'affichage, mais ils peuvent très bien aussi aller voir leurs informations sur le site de vote pour vérifier que tout est bon. Ça, je vais vous montrer un petit peu plus tard quand on va voir comment on vote et comment. Une fois que vous avez validé l'étape 1 et l'étape 2, ce que je dis toujours, c'est que vous avez vraiment fait le plus dur. Parce que là, c'est un petit peu plus simple. On arrive en période de dépôt des candidatures du premier tour. Et donc, sur cette étape-là, il faut attendre que vous ayez des candidats ou peut-être pas. Mais si vous avez des candidats, il va falloir tout simplement les saisir dans la plateforme. Je vais passer assez rapidement là-dessus parce que c'est vraiment pas très compliqué. Il faudra cliquer sur ajouter. Au premier tour, donc le premier tour est réservé aux candidatures sous une étiquette syndicale, donc il faudra mettre le nom du syndicat, l'urne ciblée, donc ça c'est très important. Est-ce que, là j'ai 2 collèges ouvriers employés, ingénieurs cadres, pour quel collège cette liste se présente, pour quelle urne, est-ce que c'est pour les titulaires, les suppléants, et ensuite si on vous donne un logo, vous pouvez insérer le logo. Si on vous donne une profession de foi, vous pouvez intégrer la profession de foi, la valider. Et en fait, quand vous aurez validé toutes les listes de candidats dans la plateforme, vous aurez intégré toutes les listes de candidats et que vous cliquez sur ce bouton orange, pareil, c'est le bouton de clôture de l'étape. L'action de ce clic sur le bouton valider les candidats ou l'absence de liste va générer l'envoi d'un email ou d'un SMS aux salariés les informant que les listes de candidats sont consultables sur le site de vote. Si vous n'avez bien sûr pas désactivé l'envoi de ce mail dans les options de l'élection. Et ensuite, quand vous enregistrez, je vais le faire jusqu'au bout. En fait, on nous dit la liste ne doit pas être vide parce qu'on n'a pas encore ajouté nos candidats. Donc là, vous allez dans ajouter un candidat. Comme on avait validé la liste électorale, alors je ne sais plus de mémoire, j'avais vu un Prosper. Ah, sinon c'est... Voilà. Donc, en fait, on va vous retrouver automatiquement parce que les candidats doivent faire partie de la liste électorale. Donc, ce sera forcément des gens de votre liste électorale. On vous l'a retrouvé, André Prosper. On vous dit qu'il est bien en votant, collège ouvrier employé. Vous ajoutez, vous confirmez.
Et là, alors c'est pas forcément intuitif ce point-là, je suis désolée, il faut qu'on le change. C'est qu'on vous dit il existe des erreurs sur la liste et on vous dit modifier. En fait, ce sera systématiquement le cas, on vous dira toujours il existe des erreurs sur la liste, c'est juste qu'il vous reste une dernière étape à faire, c'est cliquer sur modifier, mettre la catégorie professionnelle de la personne, éventuellement son pas, c'est pas obligatoire, une photo si on vous a donné une photo et vous validez et votre liste, elle est terminée. Et donc là, vous pouvez aller dans liste de candidats. Je crois que c'était peut-être celle-là que je viens de faire. Et en fait, toutes les listes apparaissent ici. Donc pour chaque liste, vous avez le nom du syndicat, le nombre de candidats, l'établissement de rattachement, le collège et l'urne, est-ce que c'est titulaire ou euh, suppléant. Une fois que vous avez ajouté les listes de candidats, en fait, là, on sait qu'on a des candidats, on sait qu'il va falloir mettre en place ce premier tour. Donc, il faut qu'on ajoute nos membres du bureau. Ça mouline un petit peu. Hmm. Voilà. Là, en fait, on vous met une pastille rouge parce que vous ne pourrez pas valider l'étape 3, préparation du premier tour, tant que vous n'avez pas mis vos membres du bureau. Donc là, vous allez tout simplement cliquer sur Ajouter, chercher vos 3 membres et valider. Tout ça, je vais passer très vite parce que c'est facile. Et une fois que vous avez terminé, vous pouvez cliquer sur Valider les listes de candidats ou l'absence de liste. Et donc, vous avez terminé de préparer votre premier tour. Et normalement, quand vous validez sur cette étape-là, ça va donc on clôture l'étape 3 et ça vous ouvre l'étape 4, déroulement du premier tour. Ce que je vous propose là, c'est qu'on quitte un peu la plateforme de paramétrage et qu'on aille, que je vous explique tout simplement, parce que là, on a terminé d'intégrer nos listes de candidats, on a nos membres du bureau. L'étape suivante, c'est tout simplement le scellement des urnes par les 3 membres du bureau. Donc ça, c'est une étape absolument essentielle parce que tant que les membres du bureau n'ont pas scellé les urnes, le vote ne peut pas s'ouvrir. C'est vraiment une étape préalable à l'ouverture du vote qui est indispensable, qui ne prend pas beaucoup de temps, mais il faut vraiment inciter les 3 membres du bureau à bien se réunir. Nous, on recommande en général de le faire la veille du premier tour, comme ça, ou du deuxième tour, enfin la veille du vote, pour être tranquille. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Alors, c'est pas ça. En fait, la veille du vote, on va demander aux 3 membres du bureau de se réunir. C'est le président, si on est en mode collégial, le mode vraiment recommandé par la CNIL, qu'on vous recommande aussi, qui sera le plus souvent utilisé. En mode collégial, c'est le président qui se connecte au site de vote. Alors, donc là, dans cette vidéo tuto à laquelle vous aurez accès dans la Bible des notices à laquelle je vais vous donner accès, vous allez avoir donc cette fameuse vidéo de scellement où on a nos 3 membres du bureau. Notre président, c'est Paul sur cette vidéo. Donc, c'est Paul qui va se connecter au site de vote. Donc, il se connecte au site de vote en saisissant son identifiant. Il va recevoir son code de connexion. Donc, vous voyez, là, il n'y a pas de défi pour se connecter. Bon, j'ai un petit peu accéléré, désolé. Il a saisi son code de connexion, il a cliqué sur se connecter. Et là, il arrive sur le site de vote. Je vais essayer d'augmenter la qualité de ma vidéo. Et donc, sur le site de vote, on lui dit quoi? Que le vote, il n'a pas encore commencé, c'est normal. On est la veille du vote et il a un bloc qui s'appelle président du bureau auquel seul lui a accès en tant que président du bureau. Et sur ce bloc président du bureau, il a un bouton qui s'appelle sceller les urnes. Il va cliquer sur sceller les urnes. Concrètement, enfin, je vais vraiment faire de façon très imagée. Le scellement des urnes, c'est quoi? C'est l'étape qui va permettre de procéder aux dernières vérifications avant de sceller et donc de figer, on va dire, les données. C'est qu'à partir du moment où on a scellé les urnes, c'est le moment où on ne peut plus intervenir, où les données sont figées
et on ne touche plus à rien. Donc la première étape du scellement, c'est les différentes étapes de contrôle et de vérification du paramétrage du scrutin. Donc on commence par la vérification du planning avec on vérifie la date de début de vote, de fin de vote, de scellement des urnes, de décèlement. Une fois qu'on a tout vérifié, on clique sur étape suivante. Ensuite, le deuxième contrôle qu'on va devoir faire, c'est le contrôle de la liste électorale. Vous pouvez télécharger une dernière fois la liste électorale pour la relire et contrôler les listes de candidats. Ont-elles bien été saisies? Sont-elles correctes? Donc vous allez avoir les listes par titulaire, ensuite pour les suppléants, par collège. Vous voyez, là, j'ai 2 listes titulaires et 2 listes suppléants, à chaque fois pour le collège ouvrier employé. Et donc chaque liste, pardon, j'ai 3 candidats. Donc vous pouvez déplier une liste pour voir les candidats qui sont rattachés à cette liste. Une fois qu'on a vérifié toutes les listes, on clique sur étape suivante et donc on arrive sur la page de scellement. La page de scellement, alors on va vous demander quoi? Sur cette page, en fait, on a 3 membres, il y a 3 blocs. Bloc du président, bloc du premier assesseur, bloc du deuxième assesseur. Pour chaque bloc, on va pouvoir cliquer sur demander un code. Donc Paul, notre président, il va cliquer sur demande. Alors, vous avez les instructions qui sont, tout ce que je suis en train de vous dire à l'oral, c'est écrit, vous pourrez les relire. Paul clique sur demander un code et Paul va recevoir un code de cryptage par, par mail. Parce que là, son canal utilisé, c'est le canal mail. Donc là, il a reçu son code de cryptage par mail et il l'a saisi. On va faire pareil donc, pour les 2 assesseurs. Alors, je vais avancer et ensuite, on va vous demander pour chaque personne de saisir une phrase mot de passe. Cette phrase, elle peut être chaque membre du bureau peut choisir sa propre phrase mot de passe ou alors les 3 membres du bureau peuvent se mettre d'accord pour choisir une seule et unique phrase mot de passe qu'on répliquera pour tout le monde. Nous, on n'a pas de recommandation à ce sujet, mais c'est plus simple en général d'utiliser une seule et même phrase mot de passe qu'on met pour tout le monde. Ça évite les oublis ou que quelqu'un ne se souvienne pas de sa phrase mot de passe. Pourquoi je dis ne se souvienne pas de sa phrase mot de passe? Parce que cette phrase mot de passe, c'est le point le plus important de l'étape du scellement. Une fois qu'on fait bien ça, il n'y a aucune difficulté. C'est que la phrase mot de passe, on demande, enfin, il va falloir l'enregistrer quelque part. Je ne sais pas, soit vous la prenez en photo, soit ils la sauvegardent sur un document Word qu'ils enregistrent sur leur ordinateur, font ce qu'ils veulent, mais il faut bien s'en souvenir parce qu'on va la redemander pour le décèlement des urnes après le vote. Et si les membres de bureau ne se souviennent pas de leur phrase mot de passe, on ne peut pas procéder au décèlement parce que WeChoose, nous, on n'a pas du tout accès à cette information, donc on ne peut pas retrouver la phrase mot de passe. Et donc, on ne peut pas déceler les urnes, et donc on ne peut pas lancer le calcul des résultats. Donc, c'est vraiment le seul point de vigilance, c'est de bien briefer les membres du bureau sur le fait que cette phrase mot de passe, il faut la sauvegarder quelque part. Et donc, c'est bien ce qu'on dit dans notre tuto. Je vais vous montrer. En fait, dans notre tuto, on vous dit, il faudra écouter la vidéo après, mais on vous dit d'ouvrir un document Word, de réfléchir ensemble à cette phrase mot de passe et de l'écrire sur un document qu'on va sauvegarder. Donc là, la phrase mot de passe qui a été choisie, c'est jour de vote dans l'entreprise. Quand je dis phrase mot de passe, c'est vraiment, elle doit faire 20 caractères minimum. Vous pouvez mettre des espaces, vous pouvez mettre des majuscules, vous pouvez mettre des caractères spéciaux, ce que vous voulez, tant qu'il y a 20 caractères et tant que vous la répliquez à l'exact, exactement telle quelle pour le décèlement. C'est-à-dire que si vous mettez une majuscule à jour, il faut la majuscule à jour pour déceler les urnes. Donc là, on a défini la phrase mot de passe et on l'a saisie pour Paul. À chaque fois, il y a des petits yeux à droite pour voir les caractères qu'on saisit. On nous demande de la confirmer et on nous demande de cocher « Je confirme avoir enregistré ma phrase mot de passe dans un fichier à conserver en vue du décèlement des urnes et du dépouillement des bulletins ». Il faut le cocher.
Et on fait pareil pour les 2 assesseurs. Donc là, nous, on ne s'est pas trop cassé la tête, on a mis la même phrase pour tout le monde. On coche. On coche tout. Et là, on a le bouton en bas, générer les clés et sceller les urnes, qui devient cliquable. On clique dessus et c'est terminé. Et donc là, on nous dit que les clés de cryptage ont bien été générées, le scellement est effectué, on a un émargement à 0, des votes sont à 0, les urnes sont bien vides. Et là, le vote commencera automatiquement à l'heure prévue, donc souvent le lendemain, à 8h, à 9h, enfin à l'heure qui a été définie. Ça, c'est le scellement. Et donc les membres du bureau, après, on n'en a plus besoin, enfin ils n'ont plus besoin d'être mobilisés pendant le vote. Et on arrive le jour du vote. Donc je vous propose de me mettre à la place d'une électrice qui est amenée à voter pour ces élections du CSE. Donc, alors, donc là, je me suis connectée au site de vote. Et donc, quand je me connecte au site de vote, j'arrive sur mon interface et je vois déjà 2 urnes, donc 2 urnes distinctes, l'urne des titulaires, l'urne des suppléants, avec 2 boutons. On aura bien 2 votes distincts à faire. Donc là, je vais procéder au premier vote et je vais cliquer sur accéder au vote. Donc, on me présente les listes de candidats pour lesquels je peux voter. Donc, on a eu un premier syndicat qui a, voilà, donc là, je vois les candidats de la liste et je peux également consulter leur profession de foi. Je peux consulter la liste présentée par le syndicat B et consulter également leur profession de foi. Enfin, comme dans le vote physique, je peux voter blanc. Il suffit de sélectionner le vote blanc. Donc là, j'ai 3 choix, soit syndicat A, soit syndicat B, soit vote blanc. Donc je fais mon choix. Avant de confirmer mon choix, je peux, pareil comme dans le vote papier, rayer un candidat. Il me suffira de le décocher. Si je souhaite rayer quelqu'un, je peux le décocher et il va se rayer. Et je vais pouvoir confirmer ma sélection. Et donc là, j'ai un dernier message de confirmation avant de confirmer mon vote. Si c'est bon, je vais cliquer sur valider mon vote et on me dit bien que le vote a été enregistré. Je peux, si je le souhaite, conserver, enfin imprimer, sauvegarder ou même prendre en photo mes codes de cryptage qui me permettent à tout moment d'aller vérifier la présence de mon bulletin dans l'urne. Ça, je vous montrerai comment, enfin dans la vidéo, comment on fait pour vérifier la présence de son bulletin. Donc là, j'imprime mes codes. Comme moi, le canal utilisé, c'était le mail, j'ai reçu mon mail de confirmation de bonne prise en compte de mon vote pour les titulaires. Et donc là, on me dit bien d'aller voter pour les suppléants. Et donc, je vais cliquer sur accéder au vote. Je peux consulter les listes de candidats pour les suppléants. Là encore, j'ai 2 listes. Il y a des professions de foi. J'ai toujours le vote blanc. Je fais mon choix. Je confirme et je valide le vote. Là encore, je peux récupérer mes codes cryptés, qui représentent en fait mon bulletin dans l'urne. Et ensuite, je pourrais retour à l'accueil. Je retourne sur la page d'accueil du vote, pardon. On me dit que le vote a bien été effectué pour les 2 urnes. Je vais recevoir mon deuxième mail m'indiquant que mon vote pour les suppléants a bien été pris en compte. Et là, je peux voir, vous voyez, en cliquant sur voir la participation, je peux voir le taux de participation en temps réel et je peux également contrôler la bonne présence de mon... Alors là, voilà, je vois le taux de participation. Là, à date, il y a une personne sur 45 qui a voté. Je clique sur retour. Ah, et pardon. Et du coup, je suis désolée, en fait, sur ma vidéo, je n'avais pas le contrôle de... Là-dessus, j'ai des notices PDF pour si vous voulez visualiser. En fait, il faut cliquer sur contrôle bulletin. Vous saisissez le code, vous validez et on vous dira que votre bulletin a bien été pris en compte. Voilà pour cette étape-là. Et une fois que le vote est terminé, je vois le temps qui
tranquille, mais ça va. Heu, une fois que le vote a eu je vais quand même vous montrer quelque chose. Heu, sur le, je vais me mettre sur un autre scrutin, pour vous montrer, vous, pendant le vote, ce à quoi vous avez accès. Heu Alors attendez, je me remets sur un scrutin. Vous, le jour, du vote, vous avez donc ce que je disais, accès au taux de participation en temps réel. Donc ce taux se mettra à jour, bon là, il y a pas de votants, mais ce taux se mettra à jour automatiquement en fonction, du nombre de personnes, qui votent tout au long de la journée. Hem Ce que je vous propose, c'est que là, on a vu un peu comment se déroulait le vote. À la fin du vote, donc une fois que le vote est terminé, ce que je disais, c'est qu'à 18, admettons, le vote se termine à 18 h, on laisse un quart d'heure de grâce pour laisser les dernières personnes voter tranquillement. À partir de 16h15, 18h15, pardon, les 3 membres du bureau peuvent se réunir à nouveau pour desceller les urnes et lancer le calcul des résultats. Ça va être beaucoup plus rapide cette vidéo, vous allez voir. Le président se connecte au site de vote, je vais passer. Et il a accès, cette fois-ci, à un bouton qui s'appelle «Décèlement et dépouillement». Il clique sur ce bouton, il a plus les contrôles à faire qu'on a vus tout à l'heure, de liste électorale et cetera. On arrive directement sur la page de décèlement et là, c'est le même procédé. On clique sur «Demander un code» pour chaque membre. On va saisir le code que chaque membre aura reçu par mail ou par SMS et on va devoir tout simplement saisir la phrase mot de passe qui était définie lors du scellement des urnes. Petite info, sachez que nous, WeChoose, on oblige les 3 membres du bureau à déceler, mais 2 personnes suffisent. Pardon, on oblige les 3 membres à sceller les urnes, mais 2 personnes suffisent pour déceller les urnes. C'est-à-dire que si chacun avait choisi sa phrase mot de passe, qu'il y en avait un qui ne l'a pas noté, qui s'en souvient pas, on pourra tout simplement, on laisse vide, admettons, dans notre exemple, c'est ça, on va déceler les urnes avec 2 personnes. L'assesseur Anna, elle a perdu sa phrase mot de passe. On laisse vide, le bloc d'Anna et on va déceler uniquement avec Paul et l'autre assesseur. Ça peut arriver si, je ne sais pas, le jour du décèlement, il y a un des membres du bureau, qui est malade, qui est pas là, donc ça ne nous empêchera pas de déceler. Donc là, on a saisi le code que chacun a reçu par, mail ou SMS. On saisit notre fameuse phrase mot de passe jour de vote dans l'entreprise et on clique sur «Déceler et dépouiller». Pardon. On nous demande de confirmer, on confirme. Là, ça va mouliner, c'est normal. Il va se passer plusieurs choses. On va déjà décompter tous les bulletins. Ensuite, on va les décrypter et ensuite, on va calculer les résultats de l'élection. Donc, on peut cliquer sur rafraîchir. Et donc là, on nous confirme que le décèlement a bien eu lieu et on nous met le nombre de votes, donc 36, et on va pouvoir cliquer sur retour et tout simplement consulter les résultats, puisque le calcul des résultats, on l'a vu, se fait de façon automatique, instantanée. Et donc là, on arrive sur la page des résultats. Vous allez pouvoir voir par collège, par urne, les élus. Donc on voit que par exemple sur le premier collège ingénieur cadre, le quorum il n'a pas été atteint. Donc il n'y a pas d'élus. En revanche, sur le deuxième collège ouvrier employé, il y a eu des élus. On verra les noms. Voilà, on a Thierry Wagner, élu avec 15 voix. Donc ici, ce qu'il va falloir faire et qui est très, très important, c'est tout simplement télécharger les CERFA
qui sont donc c'est les documents qui s'appellent feuillet du premier tour et CERFA. Il faudra bien que les membres du bureau les téléchargent, les impriment et les signent de façon manuscrite. Ils pourront ensuite proclamer les résultats à haute voix avant de les confirmer dans la plateforme. On vous donne aussi accès, enfin, on donne accès aux membres du bureau à d'autres documents comme la liste d'émargement, comme les données brutes du résultat de l'élection. Une fois que tout ça a été fait, vous cliquez sur confirmer et proclamer les résultats. Et donc là, les salariés reçoivent, si vous n'avez pas décoché l'option de l'envoi de ce mail, un mail qui informe les salariés qui peuvent aller voir les résultats sur la plateforme. Et c'est terminé. Vous, de votre côté, en tant qu'organisateur, donc là, je suis allée un petit peu vite, mais donc ça, c'est le premier tour. Ensuite, vous avez le second tour et ensuite, vous allez avoir, donc, à la fin de l'élection, tous les documents de résultats qui seront avec les élus par collège et vos CERFA auxquels, bien évidemment, vous aurez accès également. Liste d'émargement, synthèse des résultats bruts. Vous avez même une synthèse des résultats au format PowerPoint. Et donc, je vais télécharger un CERFA pour vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà, donc un exemple de CERFA qui est pré-complété avec les informations, le nombre de listes. Donc là, bon, il ne s'est pas passé grand-chose, mais sinon, vous avez bien évidemment tout le calcul des résultats, les noms des membres du bureau, etc. Et moi, ce que je vous invite à faire d'une façon générale, c'est toujours télécharger tous les documents et les enregistrer sur votre ordinateur personnel, enfin votre ordinateur de travail, pardon, parce que en fait, ce qu'il faut savoir aussi, ce qu'il faut avoir bien en tête, c'est que on va supprimer les données de votre scrutin. Donc ça, c'est pour des questions du respect du RGPD, 5 semaines après la fin après la proclamation des résultats. Donc 5 semaines après la proclamation des résultats, vous ne pourrez plus accéder au tableau de bord. Toutes les données sont supprimées. On va seulement vous mettre tous les documents Excel, Word, PDF, ils seront mis dans un onglet qui s'appelle Archives et documents, où vous pourrez avoir tous les documents, donc Excel, Word, PowerPoint, pardon. Et en fait, ces documents-là, vous les aurez encore 6 mois. Et au bout de 6 mois, vous n'avez plus rien. Pourquoi je vous dis de bien, voilà, d'avoir le réflexe de tout enregistrer, parce que nous, on a des clients qui nous appellent 1 an après leur élection en nous disant on a perdu les CERFA, est-ce que vous pouvez nous les renvoyer? Nous, on ne peut pas. Parce qu'on, voilà, simplement, comme je l'ai dit, pour des questions de respect du RGPD, on supprime les données. Si jamais il y avait une contestation, il y a un délai de contestation de 2 semaines, il faut nous envoyer un mail pour qu'on prolonge la date de suppression de vos données, parce qu'il y aura peut-être besoin de retourner sur le scrutin, de récupérer des documents, etc. On peut prolonger la suppression. Mais si vous nous dites rien, le scrutin, tout est supprimé automatiquement au bout de 5 semaines. Et la dernière chose dont je voulais vous parler pour terminer cette présentation, c'est la télétransmission. Je vous l'ai déjà dit un petit peu en début de visio, on est partenaire du ministère du Travail dans le cadre de la télétransmission des résultats au CTEP. C'est la toute dernière étape. En fait, plutôt que d'aller envoyer vos CERFA, enfin vos résultats d'élection, par courrier au CTEP ou aller sur le site électionprofessionnelle.gouv, saisir à la main votre élection, nous, on a connecté nos données avec le ministère et en fait, vous pouvez tout simplement envoyer vos résultats via ce bouton qui s'appelle télétransmission des résultats au CTEP. Donc ça, c'est très pratique parce que ça vous fait gagner pas mal de temps. Il suffit tout simplement de confirmer les coordonnées de la personne dans l'entreprise qui donne son accord pour l'envoi des CERFA, valider. Et cette femme et la personne qui a été nommée contact pour le CTEP qu'on avait complété au tout début, cette fameuse personne va recevoir un mail de la part du CTEP. Alors, je vais vous montrer sur la notice. C'est un petit peu flou, mais au moins, je vais vous expliquer. La personne recevra un mail de confirmation de bonne réception des résultats
de votre élection et recevra un deuxième mail avec un lien, c'est le lien bleu qui est flouté, qui en fait va rediriger, enfin, contact pour CTP. Donc, CTP doit cliquer sur ce lien. Il va être redirigé sur une page de la télétransmission du CTEP. Il devra y déposer les SERPA qui ont été signés par les membres du bureau au format, qui ont été imprimés, signés par les membres du bureau, scannés, enregistrés au format PDF. Il dépose les SERPA sur ce lien, il clique sur télétransmettre et c'est terminé, il n'a plus rien à faire. Voilà. J'espère que je ne vous ai pas assommé d'informations. Moi, j'ai terminé en ce qui me concerne. Peut-être qu'on peut prendre les 5 dernières minutes pour que je puisse répondre à vos questions, si vous en avez. Oui, bonjour, moi j'aurais une question, s'il vous plaît. Oui. On peut commencer qu'à partir de l'étape du protocole. Ça veut dire que tous les courriers avant le protocole, on ne le génère pas ou on le génère à travers vos modèles Oui, c'est exactement ça. C'est qu'on a, en fait, dans les ressources documentaires, on a des modèles, et des ressources. Ressources, je vais y aller du coup, que vous pouvez utiliser notamment avant la négociation du protocole. Il va y avoir potentiellement la négociation quant au recours au vote électronique. Et en fait, tous les documents sont dans les ressources donc, que vous pouvez utiliser. Il peut y avoir les modèles. Après, ça va être en effet en amont de la négociation du protocole. Il y aura les envois des courriers aux syndicats pour les inviter à venir négocier le protocole d'accord préélectoral. Ces courriers, on les a également dans les ressources. En fait, tout ce qui est avant, on va les avoir dans les ressources. Et pour faire le rétro-planning, on est obligé de remplir toute la partie du protocole. Pour ensuite faire le rétro-planning, on peut peut-être commencer directement par un rétro-planning. Oui, vous pouvez commencer directement par le rétro-planning. C'est ce que j'allais dire, ouais. J'ai déjà essayé, on peut commencer directement par le rétro-planning. C'est vrai que nous, souvent, on commence par ça. Bah oui. Oui. Ok, merci. Il n'y a pas d'autres questions. Et sinon, vous pouvez me les adresser par mail si vous avez des questions qui vous viennent après, et surtout dans la pratique. Ah, je peux vous dire une petite chose d'ailleurs, si vous voulez faire des scrutins tests, des scrutins tests, donc moi je facture en fait chaque scrutin créé. Donc si vous faites un vrai scrutin pour une vraie société, c'est facturé. Mais si vous créez une société qui s'appelle Société Test et vous créez 10 scrutins rattachés à cette société test, tout ce qui est société test, je ne facture pas. Quand je vois test, donc n'hésitez pas tout simplement à créer une société fictive, test, et à créer des scrutins pour vous entraîner si vous avez envie de bidouiller un peu sur la plateforme. Enfin, n'hésitez surtout pas. Il faut en effet aller s'entraîner. Du coup, Astrid va vous ouvrir des accès, va vous partager aussi les notes. Ouais. Si éventuellement des notices à l'utilisation, Ouais. parce que bon, c'est toujours quand on se pose des questions, c'est malheureusement Tout à quand fait. on assiste. C'est sûr. Voilà. Bon, en tout cas, je vous remercie Astrid pour votre disponibilité. Merci à vous. Merci aux participants. Bonne fin de journée à tous. Merci. Et puis, bon week-end. Bonne fin de journée. Merci. Au revoir.